comment se conçoit l'histoire, comment s'écrit l'histoire. C'est le problème majeur de la philosophie allemande du XIXe siècle. Contrairement, par exemple, à des historiens français qui vont écrire des livres en racontant les événements les uns après les autres, bien que certains veuillent leur donner une dimension plus politique et plus profonde, comme par exemple Jacques Bainville. La philosophie allemande du XIXe siècle, c'est de comprendre à quoi sert l'histoire, de quoi est-ce qu'elle est le moteur, et comment est-ce qu'elle s'écrit plutôt que de l'écrire directement. On a déjà pu voir ça avec Marx dans les audios précédents. Marx qui révolutionne le concept historique en disant que tout est issu de la matérialité, du matérialisme historique. Alors avec Hegel, ça va être un petit peu différent. La première chose qu'on peut voir, c'est que Hegel, il va vouloir apporter la raison comme filtre pour comprendre l'histoire, c'est-à-dire le concept. Il va vouloir observer l'histoire d'un point de vue universel et non pas subjectif, puisqu'il nous dit bien dans son livre que regardez l'histoire, regardez le monde d'un point de vue subjectif, et le monde vous regardera d'un point de vue subjectif. On trouvera le monde équivalent à ce qu'on est, à son sujet, à soi-même. Il considère qu'il y a une toute puissante volonté divine qui règne dans le monde à travers l'histoire, et on verra que l'histoire, c'est le passé, mais également le présent et l'avenir. Et lui, ce qu'il veut, c'est connaître la substantialité de cette toute puissante volonté divine. Et seule la raison peut nous y amener par le concept. Le concept, c'est... voilà, je ferai une vidéo sur la philosophie, mais en 2 mots, le concept, c'est les outils de la raison qui permettent d'apprécier le réel avec un modèle. Et ensuite, forcément, le modèle est plus ou moins vérifié en fonction de sa confrontation avec la réalité. Ensuite, concernant cette toute puissante volonté divine, Dieu se révèle à l'homme par la pensée. Si Dieu se révélait uniquement à son sentiment, au sentiment de l'homme, ce dernier serait placé comme un animal. C'est-à-dire que Hegel nous explique bien que la différence entre l'homme et l'animal, c'est que l'homme est capable de penser. L'animal n'en est pas capable, et d'ailleurs, il nous dit que cette vérité est aujourd'hui oubliée. Bon, le livre date de 1822, donc je peux vous laisser apprécier à quel point c'est oublié aujourd'hui. Hein. Pour énormément de gens, l'homme est un animal comme les autres. Or, il se diffère de l'animal par sa pensée. Alors, le spirituel se manifeste d'abord dans le sentiment. Hein, ça, Hegel, il est d'accord. C'est le mode d'apparition. Hein, ça apparaît dans le sentiment. On sent qu'il y a quelque chose. Mais il est des formes supérieures et plus dignes que le sentiment, car celle-ci est commune à l'animal. Commune à l'animal, ce qui rendrait l'homme comparable à l'animal si Dieu se révélait uniquement à son sentiment. D'ailleurs, dans sa grande maîtrise dialectique, Hegel nous dit qu'on n'a jamais vu un seul animal dans une chapelle. Ce qui veut dire que Dieu se révèle effectivement à autre chose qu'au sentiment, et que l'éthique, la vérité et le spirituel, s'ils sont localisés dans le sentiment, on leur donne cette forme animale. Or ça va bien au-delà de ça. Hein. Il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de spirituel chez les animaux. Et le sentiment est quelque chose d'entièrement subjectif. Il devrait en fait s'appliquer que dans les affaires particulières, c'est-à-dire qu'un sentiment égale un autre sentiment. Hein. Quelqu'un qui dit « moi j'ai le sentiment que Dieu existe » et l'autre lui dit « moi j'ai le sentiment que Dieu n'existe pas », eh bien les deux ont raison ou les deux ont tort, mais en tout cas il n'en va que de leur point de vue et pas du tout du point de vue de la raison. La raison, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui prouve ce qu'on veut dire. Et si l'existence de Dieu est de l'ordre du sentiment, du caprice, on tourne le dos à la vérité qui existe en soi et pour soi, cette volonté toute puissante et divine dont Hegel parlait au début. C'est-à-dire que cette volonté toute puissante et divine qui est sur Terre, Hegel nous dit bien, elle existe, et le fait de se réfugier uniquement dans le sentiment et de ne pas essayer de la comprendre et de l'analyser nous fait
tourner le dos à elle alors qu'elle existe, qu'on la regarde ou qu'on ne la regarde pas. Donc autant essayer de la regarder et de la comprendre. Alors le chapitre 2, c'est la réalisation de l'esprit dans l'histoire. C'est le chapitre le plus long du livre. On a déjà un peu introduit juste avant, à la fin du chapitre 1, ce que c'était que l'esprit, donc c'était cette volonté toute puissante et divine. Et Hegel nous dit que la substance de l'histoire universelle, c'est l'esprit. La substance, l'essence, diraient les aristotéliciens. C'est à peu près le même concept. Et en fait, l'esprit se manifeste dans l'homme, esprit avec un grand E, car l'homme est pensant et il peut donc le saisir. C'est-à-dire que l'esprit agit et l'homme, de par sa différenciation avec l'animal, qui est sa capacité de penser, peut le saisir et lui donner vie. Et cette vie a pour but ultime la liberté qui est à son tour la substance de l'esprit. Et ainsi, l'homme doit viser cette liberté en ayant la capacité de penser l'esprit. Et cet esprit, en fait, ça va être un peu compliqué ce que je vais dire, mais c'est en fait l'histoire universelle qui existe en tant que telle, qui peut être analysée avec l'œil du concept. Et cette histoire universelle nous dit bien qu'il y a un esprit et que cet esprit se manifeste tout au long de cette histoire universelle jusqu'à aujourd'hui, et qu'aujourd'hui, cet esprit continue de se manifester et que nous devons le saisir pour l'aider à se développer, à prendre conscience de lui-même et aller au bout de lui-même. Et ce bout de lui-même, c'est la liberté de l'homme. On est d'une certaine manière dans une sorte de gnosticisme chrétien. Bon, on verra tout ça un peu plus tard. L'esprit tend vers sa liberté. Il existe, il est en soi et pour soi, on va dire dans le monde, qu'on en ait conscience ou pas, il est, mais il est actif, il se transforme, et en fait toute son activité consiste à prendre conscience de lui-même pour se réaliser, pour pouvoir transformer le monde tel qu'il doit être transformé. Donc c'est sa liberté, c'est le fait d'être libre qui lui permet de se réaliser. Et son activité, nous dit Hegel, consiste en la négation constante de ce qui entrave sa liberté. Et en fait, quand on dit qu'il se réalise, comme il est en soi et pour soi, et que l'homme peut ne pas y prêter attention, son moyen de se réaliser lui-même, c'est sa propre connaissance, et donc la connaissance que l'homme a de l'esprit. Pour avoir une connaissance de l'esprit, bien entendu, il faut lire, il faut étudier, il faut faire de la philosophie, il faut essayer de comprendre, et il faut surtout employer les outils de la raison. Pour tout ça, pour que l'homme puisse advenir à ce genre de résultat, il faut une nouvelle condition qui le sépare de l'animalité, qui est la maîtrise du désir. C'est-à-dire que l'homme est capable, lorsqu'un désir s'exprime en lui, de le freiner, voire de le freiner, et de ne pas le satisfaire de suite, ce qui n'est pas le cas de l'animal. L'animal a un désir, il veut le satisfaire de suite, et la seule chose qui ne lui permet pas de le satisfaire de suite, c'est la peur ou la douleur. Alors que l'homme, c'est par sa volonté propre qu'il est capable de freiner son désir. Il met l'idée entre son désir et sa satisfaction, c'est-à-dire qu'il se projette pour être capable de devenir ce qu'il veut devenir. Et voilà, le matin, vous avez envie de dormir, mais vous vous levez parce que vous savez que vous devez aller au travail. Pourquoi vous devez aller au travail? Parce que vous savez que vous voulez être quelqu'un qui travaille, qui réussit, qui gagne de l'argent, qui est capable de payer son loyer, qui est capable d'être indépendant. Et d'ailleurs, cette indépendance, justement, selon Hegel, c'est ce qui détermine l'homme, c'est-à-dire la vision qu'il a de lui-même. Et c'est cette indépendance qui, ensuite, lui permet de viser des fins. C'est-à-dire, quel est le but de sa vie, finalement? Quel est le but de sa vie? Il n'y a pas que le travail, il y a autre chose. Et cette indépendance qui lui permet de viser une fin, cette fin peut être l'universel. Et c'est alors que l'homme, justement, prend conscience de,
on va dire l'esprit, où l'esprit prend conscience de l'homme, et qu'ainsi, il peut agir dans le sens de la liberté. Seulement, l'homme, en tant qu'unité, en tant qu'individu, est bien entendu beaucoup trop limité pour pouvoir incarner l'esprit. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est quand même une base. On va pouvoir voir ensuite pourquoi je précise que c'est pas tout à fait vrai, on verra dans les chapitres suivants. Ce qui est sûr, c'est que l'homme est quand même trop seul, c'est trop abstrait. Et donc en fait, ce que Hegel nous apprend, c'est que ce sont les peuples qui sont l'esprit, qui incarnent l'esprit, et chaque peuple, de par en général sa race, sa géographie, a un esprit et un principe unique. D'ailleurs, Hegel nous le dit de cette manière, je cite, « L'esprit d'un peuple doit être considéré comme le développement d'un principe d'abord implicite, donc sous-jacent, et opérant sous la forme d'une obscure tendance qui s'explicite par la suite et tend à devenir objectif de ce même peuple. » Le principe de cet esprit s'explicite dans la religion, la science, les arts, les destins, les événements d'un peuple. Alors ici, on peut du coup constater que le peuple français est en phase de sommeil très profond, on y reviendra. Et l'esprit d'un peuple travaille à se saisir et à s'accomplir, puis, une fois qu'il est accompli, à dépérir. C'est-à-dire que l'esprit en fait, d'un peuple sert de transition vers le principe d'un nouveau peuple à qui il laisse sa place, puisque une fois que l'esprit a pris conscience de lui-même et qu'il est advenu lui-même, il a donc atteint une nouvelle étape dans l'histoire universelle qui lui permet de passer à l'étape suivante de la prise de conscience de lui-même. Et ce que nous explique Hegel, et en fait quelle est la tâche de ce livre et de l'histoire universelle et de la philosophie, c'est que la tâche de l'histoire philosophique consiste précisément à montrer l'enchaînement de ce mouvement de l'esprit qui passe d'une étape à une autre. En tout cas, cet esprit, une fois qu'il est saisi par le peuple qui le porte, il vise la liberté. Et la liberté, comme on l'a dit, pour se créer un monde, elle a besoin de moyens. Elle n'est pas automotrice. Et ces moyens sont l'homme, les hommes d'un peuple. Et c'est là où on va voir qu'en fait l'individualité peut passer au service de l'universel, puisqu'en fait les hommes, l'action motrice des hommes, ce sont les passions, les intérêts et les besoins qui résistent et qui sont bien plus puissantes que le droit et la moralité. Premièrement parce que ce sont des choses naturelles, alors que le droit et la moralité sont issus d'un long travail d'apprentissage qui fait que c'est des choses qui arrivent à la conscience plus tardivement que les passions, les intérêts et les besoins. En revanche, un peuple peut se servir négativement, c'est très important chez Hegel, la négativité, négativement justement de ces éléments individuels que sont la passion, les intérêts, les besoins, puisque leur manifestation au sein de la société va permettre de légiférer, de créer un droit, un pouvoir qui va lutter contre ces mêmes passions, intérêts et besoins. Ce que je veux dire, c'est qu'une fois qu'une passion s'est manifestée et qu'on a remarqué qu'elle était mauvaise pour la liberté, pour le principe d'un peuple, eh bien on peut légiférer contre, afin que cela n'arrive plus. En fait, pour imager ça, Hegel se sert de quelque chose de très intelligent qui est la construction d'une maison. Une maison est construite pour résister aux éléments, que vont être la pluie, le vent, le feu. Or, tous les éléments constitutifs de cette maison ont les éléments pour moteur. C'est-à-dire que l'air va être utilisé pour chauffer le fer, l'ardoise va être utilisée pour résister à la pluie, l'eau va être utilisée pour couper l'ardoise proprement. Donc en fait, on se sert de ce contre quoi on veut lutter de manière négative, en n'empêchant pas leur manifestation en premier lieu, mais en les utilisant intelligemment,
dans le but de les faire parvenir à une structure de raison et de liberté qui permet à l'esprit d'un peuple de se manifester. Donc l'action individuelle peut, tout à fait en se servant lui-même, servir l'universel. Parce que forcément, le subjectif sert le subjectif. Mais il peut servir également l'universel. Et on va le voir dès maintenant avec un sujet très intéressant que sont les grands hommes. La force des grands hommes de l'histoire, c'est d'être capable, de manière interne, puisqu'une idée est à l'origine quelque chose d'interne, même si cette idée est universelle, les grands hommes, une fois qu'ils ont cette idée universelle en eux, l'extériorisent par leur activité, et cette idée, en étant extériorisée, vient se confronter au peuple, qui ainsi peut en prendre connaissance, et peut l'individualiser, donc se l'approprier, afin de faire de cette idée une réalité de son peuple. En fait, c'est l'universalité qui s'individualise. Donc d'un côté, on a l'activité qu'accomplissent les individus de manière finie, où ils aspirent à jouir de leurs particularités, voilà, en tout ce qui les concerne. Et de l'autre côté, dans les peuples qu'on peut appeler développés, à notre sens, de l'autre côté de l'individualité et de la particularité, il y a les fins générales, le bien, le droit, le devoir, qui sont des notions fondamentales pour qu'un peuple puisse vivre en société. S'il n'y a qu'un seul côté, qui est le côté individuel et particulier, c'est la barbarie de l'individu déchaîné qui se réalise, et c'est profondément la tendance du libéralisme, puisque la doctrine libérale, c'est ça. C'est la liberté totale de l'individu qui peut faire absolument ce qu'il veut, qui peut créer n'importe quelle, on va dire, activité économique, peu importe ce qu'elle fait à la collectivité. De manière générale, c'est pas du bien. Je vous renvoie à Karl Marx, à mes audios sur Karl Marx, si vous voulez approfondir ça. L'universalisation de l'individu, en fait, se fait par l'éducation, si ces grands hommes ne sont pas, on va dire, des frappes soudaines dans l'histoire, hein, ça se fait par l'éducation, et l'éducation nous apprend l'éthique et le sens du collectif, la règle générale qui vaut pour tous, et qui fait qu'un peuple peut se développer. Et donc, en fait, ça nous apprend ce que c'est que le bien. Or, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas du tout le cas. Hein. Je pense qu'on est tous allés à l'école ici, on sait ce que c'est que l'école. Et d'ailleurs, je vais faire un audio dans pas longtemps, histoire de terminer ce sujet qu'est l'école. Ça va être très intéressant, j'espère. L'école ne nous apprend plus ce que c'est que le bien, du tout, si tant est qu'elle ne l'ait jamais appris lors des 200 dernières années. Mais ce bien n'est pas une coquille vide instinctive. Hein. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire « Ah non, mais ça c'est bien hein, », sans du tout savoir ce que c'est derrière. Le bien est un concept, hein, et donc un concept n'est pas simplement un sentiment, c'est quelque chose qui doit se raisonner, et on doit prouver que c'est bien. Et il faut apprendre et savoir ce qu'est le bien avant d'essayer de le faire. Et pour faire ça, il faut s'éduquer, il faut lire, il faut réfléchir, il faut prendre le temps, et il faut... Bon c'est beaucoup de choses. Et ce qui est sûr, c'est que par rapport à ce bien, se manifeste l'individualité. C'est-à-dire que c'est l'individualité qui va être capable de réaliser le bien universel. Et alors, ces grands hommes, pour advenir, ils vont par-delà le système de leur époque. Je cite Hegel, « Ils n'ont pas puisé leur fin et leur vocation dans le cours des choses consacrées par le système paisible et ordonné du régime. Leur justification n'est pas dans l'ordre existant, mais ils la tirent d'une autre source. » En fait, c'est simplement que ces grands hommes permettent à leur peuple d'accéder à un nouveau principe de l'esprit et ainsi de progresser. Ces grands hommes manifestent en fait l'esprit caché, hein, qui frappe contre le monde actuel
parce que ce monde actuel ne lui convient pas. Et ces grands hommes ont la conscience de ce que veut cet esprit, sans être des philosophes. Donc ils ne disent pas que c'est l'esprit qui veut ça. Mais ils sont des hommes d'action qui ont la faculté de comprendre que l'époque veut autre chose que ce qui advient ou est actuel. Mais par contre, toutes les déviations qui vont contre l'ordre du monde actuel n'appartiennent pas forcément à l'ordre de l'esprit, hein. Il faut trier. Et en fait, les grands hommes accomplissent ce qui est juste et nécessaire, et leur œuvre correspond à l'époque. Il faut donc savoir ce que l'époque veut. Et en fait, leur triomphe, d'une certaine manière, veut bien dire que c'est eux qui ont raison, puisque de toute manière, à toutes les époques, il y a eu des gens qui n'étaient pas d'accord et qui ont porté l'opposition. Le triomphe de cette opposition prouve la raison de sa vie et de sa justesse. Et en fait, ces grands hommes de l'histoire accomplissent l'universel qui existait bel et bien, qui était là, présent, comme l'esprit, mais simplement ils l'ont saisi. Alors ils ont l'air de s'appuyer uniquement sur leur propre force, mais en réalité c'est l'esprit qui les guide, et ils connaissent l'universel de la prochaine étape. C'est pour ça qu'ils le font advenir. Ils sont les organes de l'esprit substantiel, et c'est parce qu'ils sont les organes de cet esprit et d'une certaine manière, ils s'abandonnent à lui tout en gardant leur individualité. C'est pour ça qu'ils ont la puissance dans le monde et qu'ils triomphent. Hein, ils doivent amener le monde à la connaissance de son nouvel état, de sa nouvelle étape, de son nouveau principe. Donc quand je dis le monde, c'est un peuple à l'origine, mais ce peuple, en accomplissant son esprit, montre au monde que cette étape a été atteinte. On va voir ça un peu plus tard au chapitre 5, il y a toutes les différentes étapes de ce que le monde a atteint, on va mieux comprendre. Et en fait, il y a également une certaine négativité dans le triomphe de ces grands hommes, puisqu'en fait, l'esprit sait ce qu'il ne veut plus. Et ce qu'il ne veut plus, c'est l'époque actuelle, puisque l'époque actuelle a été dépassée, puisque le principe a pris conscience de lui-même, et qu'il veut se dépasser en accédant à une nouvelle étape, et c'est pour ça que ces grands hommes apparaissent. Alors forcément, ils cherchent également leur propre satisfaction, hein. Mais cette satisfaction individuelle, on en revient toujours au même point, c'est l'individualité qui sert l'universalité, qu'elle en ait conscience ou pas. Alors maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que l'esprit, pour se réaliser, on l'a dit, a besoin de l'homme. Ensuite, l'homme, étant simplement trop vague, a besoin d'un peuple. Et quel est le matériel que ce peuple va mettre en place pour la réalisation de l'esprit? C'est l'État. Il n'y a que l'État qui permet à un peuple d'atteindre la liberté en limitant la liberté individuelle pour promouvoir la liberté universelle. En fait, le droit, l'ordre éthique et l'État constituent la seule réalité positive et la seule satisfaction de la liberté. C'est seulement dans l'État que l'homme a une existence conforme à la raison. Autrement, il est dans l'état de nature, et on va voir juste après le développement que je vais effectuer maintenant sur l'État, que l'état de nature n'est pas la condition de la liberté, au contraire. Donc je reprends ce que je disais, c'est seulement dans l'état que l'homme a une existence conforme à la raison. Le but de toute éducation est que l'individu cesse d'être quelque chose de purement subjectif et qu'il s'objectivise dans l'état, que l'individu soit capable de sortir de lui-même afin de se contempler, en se contemplant qu'il se rende compte de son vide, et en se rendant compte de son vide, qu'il souhaite le remplir grâce à la solution que lui apporte l'état. L'état qui doit être, bien sûr, en cohérence avec l'esprit. Et tout ce que l'homme est à la fin, il le doit à l'état. Toute sa valeur, toute sa réalité spirituelle, il ne les a que par l'état. La meilleure preuve de ça, c'est qu'on voit que selon les états, les réalités spirituelles, les valeurs et les accomplissements ne sont pas les mêmes. Ce qui constitue la réalité spirituelle de l'individu, c'est le fait que la raison devient un objet pour lui
en tant que sujet connaissant et se présente à lui comme une objectivité immédiatement existante. C'est ainsi que l'homme est conscience, c'est ainsi qu'il participe aux mœurs, aux lois, à la vie éthique et étatique, c'est-à-dire qu'il se fond dans l'État, dans le message de l'État, qui n'est pas le message de l'État français actuel. Hein. Là, on est en train de parler de vrai État, hein, pas d'État en déliquescence. Le message de l'État, c'est pas seulement travailler et à la fin aller ayer une retraite. Le message de l'État, c'est profondément lié, on va le voir après, à la religion et à l'art et à tout un tas d'autres choses, principalement la religion. Et le message de l'État, c'est de proposer une fin universelle. L'État permet en fait à l'individu d'agir selon la volonté générale et donc d'être utile à la volonté générale et à la volonté de l'esprit et de s'assigner l'universel comme fin au lieu d'être dans sa finitude individuelle qui finalement ne mène pas à des fins exceptionnelles. Je veux dire, la finitude individuelle, c'est la résidence secondaire avec une piscine. Bon voilà, c'est pas très vibrant. Hein. Il y a quand même des choses plus exceptionnelles. Je pense qu'un Napoléon a eu une vie plus exceptionnelle qu'un type qui a les moyens de s'acheter une résidence secondaire avec piscine. Donc dans l'État, le but c'est de refouler la volonté particulière. Et en fait, en refoulant la volonté particulière, on crée la possibilité de l'existence de l'universel, qui est le but de l'esprit. Et seul l'État permet ça. En plus de permettre à l'art et à la religion d'exister. Voilà. L'art contemporain et la religion contemporaine en France, l'art contemporain c'est de la merde, et la religion contemporaine c'est l'athéisme. Donc c'est le vide. Donc on voit bien que la France de par ses critères hegeliens, la France est en état de déliquescence. Et à la limite, on n'avait même pas besoin d'Hegel pour s'en rendre compte. En revanche, la vie d'Hegel nous intéresse quand même. Donc je reprends sur l'État, parce que l'universel en fait ne peut pas être seulement pensé par les individus, hein, tel qu'on l'a développé au départ. Il doit être une réalité existante. Or, qu'est-ce qu'un peuple, et qui est une somme d'individualités? Une fois qu'il se rend compte qu'il a un destin commun, il forme un peuple. Et comment ce peuple finit par avoir une existence commune objective? C'est en créant l'État. C'est seulement en créant l'État. Il n'y a que ça qui permet au peuple d'avoir un droit, une éthique, une morale, une religion qui l'amène sur une volonté, sur une pente universelle et qui lui permet d'exister en tant que nation, en tant qu'État. Alors pourquoi est-ce que l'État est la condition qui réalise la liberté au lieu... En fait, on entend très souvent des discours disant que la liberté, c'est l'état de nature, il ne faut pas brimer par exemple un enfant par l'éducation et qu'en réalité, sa nature profonde... serait la manifestation subjective de la liberté. En fait, un enfant non éduqué devient un sauvage, un barbare, et l'état de nature, c'est l'état de l'injustice, de la violence, et de l'instinct naturel déchaîné en permanence, et à la limite des sentiments inhumains. L'état de nature, c'est pas du tout quelque chose de beau. Hein. D'ailleurs, les adorateurs de la nature... s'ils connaissaient un petit peu leur sujet, sauraient que la nature a une dimension de violence extrême et d'injustice extrême. Pour ceux que ça intéresse, à titre un peu personnel, il y a une page sur Instagram qui est assez intéressante à ce sujet. Elle s'appelle en anglais « Nature is Metal », comme le métal. Voilà, je vous conseille d'aller jeter un œil aux vidéos. Vous allez voir que l'état de nature, c'est loin d'être l'état de la liberté. Hein. Au contraire, en fait, on confond la liberté avec les instincts, les désirs, les passions, le caprice et l'arbitraire des individus particuliers, et l'on tient leur limitation pour une limitation de la liberté. Mais en fait, c'est le contraire. La limitation des désirs, des caprices, etc. des individus permet leur émancipation à d'autres sujets, et donc leur permet de se désesclavagiser de leurs passions, et c'est seulement dans l'État que ces conditions sont mises en œuvre.
Alors pourquoi la religion et l'État sont profondément liés? C'est parce que la religion, c'est l'image qu'un peuple, organisé en État, se fait de Dieu et donc de lui-même. Pourquoi? Il existe deux manières de s'imaginer Dieu. Il y a, comment dire, la conception de Dieu dans sa séparation et il y a la conception de Dieu dans son unité. Dans la séparation, ça consiste à dire que Dieu est dans un au-delà et règne dans un au-delà totalement inaccessible, qui fait que l'homme ne peut pas y accéder et qu'il est simplement actif sur Terre et qu'il fait simplement ce qu'il peut. Il y a également la conception de Dieu dans son unité, qui est l'idée chrétienne par essence, le catholicisme français par essence, et qui est de dire que le Christ étant homme, Dieu s'étant fait homme, il y a en réalité un lien entre la terre, les hommes et Dieu, et que les hommes ont au fond d'eux cette possibilité d'accession au divin. Et en fait, on comprend par là que cette possibilité d'accession au divin, forcément, va façonner la société dans laquelle cette vérité est énoncée. Quand on est dans une société où on fait comprendre à sa population que l'on peut accéder au divin par la sainteté, l'individu n'est plus simplement un homme présent sur Terre, il a une part de divinité en lui. Or, le divin est ce qui est le plus respectable du monde. Et c'est ainsi que l'État va créer, de par sa religion, un rapport entre les hommes qui va leur permettre de vivre ensemble, de cohabiter et même de se tirer vers le haut. En fait, la vie n'a jamais manifesté une importance aussi forte à la conscience que une fois que l'individu a réalisé qu'il était capable de divinité. Être capable de divinité, c'est être capable de beaucoup plus haut que soi-même et de beaucoup plus haut que ce que la Terre finalement offre. Donc je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est l'idée absolue et donc le respect absolu. D'ailleurs, en France, on voit bien que même si la société est athée, toutes ces valeurs, dévoyées certes, sont tirées du catholicisme. Et il y a encore un respect des hommes et des autres. Et en fait, le principe de l'État, c'est, de l'État français en plus, là j'en parle ainsi, mais c'est le principe des États, hein, quand Hegel en parle, c'est cette religion qui est conception de la vie, qui a façonné l'État en tant que tel, et donc les hommes en tant que tels. Alors, le troisième chapitre qu'on attaque maintenant, c'est le cours de l'histoire. Alors, pour Hegel, l'histoire commence quand la raison pénètre dans le monde, pour la simple et bonne raison que, avant que la raison pénètre dans le monde et donc atteigne, on va dire, l'homme, l'état de torpeur humain, l'état un peu de nature et de non-conscience, ne permettent pas à l'homme de saisir l'esprit, et donc l'esprit en lui-même est dans un état de torpeur et de non-conscience, puisque son moyen principal d'expression, qui est l'homme, n'a pas conscience réellement de lui-même et n'a pas les outils nécessaires à sa propre conscience. Donc tout ce qui précède l'arrivée de la raison, donc le monde grec, c'est anhistorique, préhistorique pour Hegel. Et en fait, l'histoire commence quand la conscience apparaît dans le monde et que la liberté devient son but. Alors, les peuples créent une réalité, un droit propice à l'expression de la liberté et à sa conquête, qui est l'État. Alors, l'État, en fait, l'État met un cadre pour que le peuple puisse se développer librement. Et il y a toujours ceux qui vont attaquer la structure étatique en disant, en fait, que les qualités morales, la recherche de la liberté, les qualités de piété, etc., peuvent se trouver absolument n'importe où. Et alors la réponse, à titre individuel, et alors la réponse d'Hegel, c'est qu'en fait il y a une grande différence entre l'intention et l'intelligence subjective, entre ces qualités que l'on peut retrouver de manière subjective, et l'aventure collective que représente l'État,
qui a en lui-même une religion, qui est capable de déterminer de manière réelle ce qui est juste ou criminel, bon ou mauvais, bien ou mal. Hein. Ce n'est pas qu'une affaire de sentiment, comme les 3/4 des gens peuvent le croire aujourd'hui, c'est également une affaire de raison et de raisonnement. Donc c'est bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Hein. Le bien, c'est un concept. Et particulièrement, ajoute Hegel, ça n'a pas la même valeur quand c'est subjectif et quand on est dans un État qui a pour religion la vraie religion, la religion catholique. Et en fait, il continue en disant que l'histoire se joue effectivement sur un autre plan que celui de la morale privée, puisque les actions privées possèdent en elles-mêmes leurs récompenses et leurs châtiments et leurs propres fins. La morale, la religion et le but de l'État visent la fin ultime de l'esprit, ce qui donc se joue à un plan bien supérieur que celui du subjectif et de la morale privée. En plus du fait que dans l'État, l'aventure soit collective, et donc l'on souhaite sauver tout le monde, on va dire. Et alors, une fois que l'État est créé, le cours de l'histoire à proprement parler se met en route, et en fait, l'entendement réfléchissant arrive dans l'État, et cet entendement réfléchissant, en fait, Hegel écrit ce livre en 1822, donc c'est post-Révolution française, et en fait, l'entendement réfléchissant, ça va être, on va dire, la raison pure, pas celle de Kant, mais la raison froide. Et en fait, cet entendement réfléchissant aplatit les lois, les religions, les mœurs, et Hegel nous explique alors que la pensée doit se transformer en raison pensante pour justifier à nouveau de l'ancien ordre, non pas pour un retour à l'ancien ordre, mais aller puiser à nouveau pourquoi cet ancien ordre a eu lieu et quelle était son essence, et pourquoi cette essence est fondamentalement bonne et saine, et que en fait la seule manière de revenir à ça, c'est la philosophie, puisque la philosophie apparaît fatalement suite à cette déliquescence de l'entendement réfléchissant, en réaction pour que ce qu'il appelle les esprits supérieurs puissent fuir le présent et se réfugier dans l'idéal pour jouir de la paix intérieure, du fait que la vérité soit restaurée en soi. Et alors, il y a aussi une notion très intéressante, c'est qu'il y a différentes philosophies. Évidemment, Hegel nous parle de la philosophie européenne, et il met d'ailleurs un bon taquet aux autres philosophies, en fait, en nous disant bien que la philosophie européenne n'a rien à voir avec la morale chinoise et la doctrine hindoue, qui sont aujourd'hui encore des philosophies qui font beaucoup d'adeptes, qui ont un peu à voir avec le mysticisme, on va dire, hein. Ou le traditionnalisme philosophique, on va dire en métaphysique guénonienne ou évolienne. Et pourquoi la philosophie européenne n'a rien à voir ? C'est parce que, en fait, contrairement à la morale chinoise et à la doctrine hindoue, il y a dans la philosophie européenne la conscience du concept de liberté, ce qui n'est pas vrai dans le monde chinois. Et en fait, Hegel le dit de cette façon. Je vais vous le lire parce que c'est très bien dit. Ce sera bien mieux dit que moi. Donc en Chine, la morale est affaire d'État et elle est aux mains des fonctionnaires et des tribunaux. Leurs ouvrages sur ce sujet, lorsqu'ils ne sont pas des codes d'État et s'adressent à la volonté subjective et à la disposition personnelle, se lisent comme les traités de morale des stoïciens, c'est-à-dire comme une série de préceptes nécessaires pour arriver au bonheur. Mais ils sont énoncés d'une manière telle que l'arbitraire paraît leur être opposé, tant et si bien que c'est à lui qu'incombe de décider s'il faut les suivre ou non. En fait, ce sont simplement des traités qui conseillent, avec la figure un peu du sage, hein, particulièrement en Chine, qui conseille, de par sa sagesse, de par son expérience, ce qu'il pense, quels préceptes doivent être suivis pour arriver au bonheur. Et alors, après, il y a la morale hindoue, enfin la philosophie hindoue, à laquelle personnellement je me suis beaucoup intéressé. Et il nous dit, Hegel, le but et l'achèvement de la doctrine hindoue du renoncement au sens, au désir et aux intérêts terrestres n'est pas la liberté positive et éthique, mais le néant de la conscience, l'anéantissement de la vie spirituelle et même physique. Effectivement, il y a cette notion de
de, de passivité face au monde dans la doctrine hindoue. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant si on veut partir dans l'ésotérisme. L'ésotérisme, rapidement pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'étude des différentes vérités, la croyance que la vérité de Dieu est répartie par petits bouts dans le monde, et que chaque partie du monde a sa vérité. En Europe, ça va être la chrétienté, en Orient, l'islam, en Asie, ça va être les doctrines hindoues et chinoises. Et en bon ésotérisme bien compris, il y a quelque chose d'assez important, c'est que chaque peuple ayant sa propre vérité ne peut être sauvé que par la vérité qui lui a été énoncée. C'est-à-dire que l'Européen ne peut se sauver et ne peut suivre que la doctrine qui lui a été enseignée, la doctrine chrétienne. Et c'est ainsi qu'il se sauve. Si un Européen suit la doctrine hindoue, il ne se sauvera pas. Voilà, c'est simplement une petite remarque que je trouve assez intéressante. Alors, pour revenir à l'État et à ce qu'il représente, Hegel nous dit qu'ensuite, une fois que l'État est créé, en fait, le point suprême de la culture d'un peuple et ce qui lui permet de s'accomplir, c'est de penser sa vie et sa condition, de connaître ses lois, son droit, son éthique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, son droit, son éthique, sa religion sont profondément liés à son esprit. Et si le peuple, c'est-à-dire chaque individu du peuple, a la conscience de ce pourquoi il travaille, ce pourquoi son peuple est devenu État, alors l'esprit s'accomplit dans sa totalité et dans sa fin. Vous imaginez bien que c'est très compliqué. Alors, ce que Hegel nous dit, c'est que le cours de l'histoire, c'est qu'une fois que l'État est créé, le problème, c'est qu'il y a cette conscience spirituelle que le peuple a de lui-même plus ou moins, principalement grâce à la religion, mais il y a du coup la conscience de la vertu ultime et potentiellement du fait qu'elle ne soit pas atteignable. Et le peuple alors se complaît, la subjectivité se complaît dans la discussion de la vertu et non pas dans l'accomplissement de cette dernière, ce qui va entraîner fatalement une rupture de niveau, puisque n'étant pas capable de suivre la morale, mais simplement de la commenter, eh bien celle-ci va se dissoudre, puisque la raison de cette morale ne paraît plus viable. Effectivement, si on ne peut pas la suivre, elle ne paraît plus viable. Donc l'esprit et la raison vont se frayer un chemin pour oublier les raisons profondes de cette morale, et alors se produit l'isolement des individus, la destruction des liens qui les relient entre eux et avec l'ensemble au sein de l'État, un égoïsme envahissant apparaît, et avec lui la vanité, la recherche de l'intérêt particulier, et sa satisfaction aux dépens de l'ensemble. Car la conscience est subjectivité, et celle-ci porte en elle-même le besoin de se singulariser. Donc la vertu, la morale, est en permanence un réfrénement de la subjectivité et de la singularité qui se manifeste à nouveau au moment où la raison de cette morale ne paraît plus viable. La vanité et l'égoïsme accompagnent tout ça, et les passions et le déchaînement des intérêts entraînent la ruine. Or, cela n'est pas la mort populaire d'un esprit, mais sa dissolution interne. Et ce que Hegel nous dit bien, c'est que tout ça est bel et bien œuvre de l'esprit, puisque en fait l'esprit est maintenant, il est en permanence maintenant, il est passé, on peut, parce que les étapes que l'esprit a atteintes sont passées, mais l'esprit est en permanence maintenant, et il n'y a pas finalement de moment où l'esprit ne produit pas son propre résultat. Ce qui fait que cette dissolution des raisons est normale, c'est l'esprit qui le veut. Et la réaction à avoir à ça, on la verra un peu plus tard au chapitre 5, là on va pouvoir commencer à aborder le chapitre 4, se fera sentir et connaître. Voilà, donc l'esprit produit son propre résultat, et surtout, l'esprit est en permanence maintenant. Ensuite, on entre dans le 4e chapitre du livre, qui sont les conditions naturelles. Et du coup, qu'est-ce que les conditions naturelles induisent au niveau comportemental, civilisationnel, et donc au niveau de la conscience de l'esprit.
Ce que nous dit Hegel, c'est que l'esprit, la liberté qui en découle et leurs recherches de définition sont hautement qualitatives, ce qui est bien évidemment logique. Et de l'autre côté s'oppose à cela la nature qui est plus de nature quantitative. Et en fait, la nature, en fonction des lieux géographiques où elle se présente, va avoir une nature d'une grande violence ou d'une violence amoindrie et que l'homme peut maîtriser. Il y a donc deux extrêmes sur Terre que sont la zone chaude et la zone froide, et qui ne sont pas qui ne sont pas le théâtre de l'histoire universelle, de par la trop grande violence de la nature qui ne permet pas à l'homme de la maîtriser, et en ne la maîtrisant pas, ça ne lui permet pas de développer son intellect et sa pensée au point d'avoir conscience, on va dire, du spirituel, et donc de l'esprit. C'est donc pour ça que le centre névralgique de l'histoire universelle, pour Hegel, c'est le bassin méditerranéen, et tous les pays qui s'y rapportent. Effectivement, en regardant rapidement, il y a la France, il y a l'Italie, il y a l'Espagne, il y a le Caire, il y a tout un tas. Voilà, vous pouvez regarder. C'est du point de vue de l'histoire universelle, énormément, et même la plupart des événements se sont passés, bien évidemment, dans le bassin méditerranéen et autour, dans les pays limitrophes qui touchent le bassin méditerranéen. Et alors ensuite, par rapport à cette nature qui permet ou qui ne permet pas le développement de l'esprit, en fait, il y a 3 zones d'habitat à travers toute la Terre. La première zone d'habitat, c'est le haut pays, avec ses steppes et ses plaines privées d'eau, et qui a généralement un environnement montagneux. C'est le lieu de résidence des nomades, qui ont en eux-mêmes un principe vacillant, car il n'y a pas d'agriculture, donc il n'y a pas de sédentarité. Ces nomades se baladent en fonction du temps, en fonction de leurs envies, et en fonction de ce que le sol offre, puisque généralement ce sont des peuples pasteurs. Ce sont des peuples qui entrent en guerre contre le bas pays, que nous verrons ensuite, en fonction de leurs besoins. Ce sont des peuples aux besoins journaliers, il n'y a pas de prévoyance, et ils entrent en guerre dès que l'envie ou le besoin s'en fait ressentir. Par exemple, quand le territoire devient trop exigu, ils ont tendance à se précipiter dans les plaines fertiles des vallées afin de trouver leur substantialité, de se sustenter, excusez-moi. Et en général, ça se caractérise par le fait que tout soit détruit. Alors l'exemple que je vous invite à étudier, si jamais ça vous intéresse, c'est Gengis Khan, extrêmement intéressant. Et ce sont des peuples qui, même s'ils se sédentarisent en colonisant des vallées, ne perdurent pas. Et d'ailleurs, Gengis Khan en est le meilleur exemple. Donc ce sont des peuples pastoraux, on l'a dit, et chez qui s'exercent les extrêmes de l'hospitalité. On peut trouver chez ces peuples-là une très 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 grande hospitalité, mais s'exerce aussi chez eux l'autre extrême, qui est l'extrême du brigandage et en fait du vol. Les deux exemples que donne Hegel, ce sont les Mongols et les Arabes. Et ce sont du coup, les nomades ont des mouvements principalement qui sont dirigés vers l'extérieur et non pas vers l'intérieur de leur population. Deuxièmement, on a les plaines fluviales, donc qui se caractérisent par le fait que les fleuves provenant plutôt des hauts plateaux du haut pays amenuisent la terre au fur et à mesure des millions d'années qui se sont écoulées, et il y a le fleuve est suffisamment long pour créer une plaine, il ne se jette pas directement dans la mer, et donc les plaines sont des terres extrêmement fertiles, puisque c'est l'amas des sédiments boueux à travers les siècles qui a amené une grande fertilité de ces terres-là, ce qui rend possible l'agriculture. Et c'est d'ailleurs du coup l'élément principal qui va caractériser les plaines fluviales, c'est l'établissement de l'agriculture, et avec elle, en fait, la sédentarisation de l'homme
est l'organisation sociale de la société, et donc les droits de la vie sociale s'y exécutent, s'y développent au fur et à mesure du temps qui passe. Ce sont les centres de civilisation. Là-bas apparaissent l'intelligence et la prévoyance, hautement liées en fait au style de vie agricole, puisque l'agriculture est une science, est une saisonnalité, et que donc la loi du temps et des saisons participe de la prévoyance et de l'intelligence. On ne vit pas au jour le jour, puisque l'hiver, il n'y a plus de récolte. Donc il faut récolter l'été, il faut cultiver et récolter l'été pour passer l'hiver. Et donc on prévoit sur de beaucoup plus longues distances, ce qui permet aussi la projection, non pas uniquement personnelle et subjective, mais à la fin, une fois que le peuple est quand même très organisé, c'est la projection collective de où on va et pourquoi on y va. Le but de... Voilà. Il y a aussi, grâce à l'agriculture, l'invention des instruments pour avoir toujours un meilleur rapport, pour pouvoir toujours plus cultiver et puis se faciliter la vie. Et c'est cette invention des instruments qui va permettre l'apparition de l'art. Donc ce sont uniquement les civilisations sédentarisées et agricoles qui vont voir l'art apparaître chez eux de manière aboutie, on va dire. C'est abouti. Il y a aussi quelque chose d'important, c'est qu'en fait, au fur et à mesure, l'autonomie est réciproque dans ces lieux, et que donc on compte les uns sur les autres. Et donc le sens du collectif apparaît. Par exemple, après le secteur primaire apparaît le secteur secondaire. Les artisans ne peuvent vivre et ne peuvent exercer leur métier uniquement grâce au fait que les agriculteurs leur permettent de manger. Et en fait, aujourd'hui, c'est à ça qu'il faut réfléchir quand on réfléchit à la collectivité, c'est que tous les secteurs sont dépendants du secteur primaire. Quand on voit la gueule du secteur primaire aujourd'hui, ça nous amène à nous poser des questions très profondes, dans lesquelles j'espère qu'on va y répondre tout au long des vidéos qu'on va effectuer sur cette chaîne. Et donc voilà, ce que nous dit Hegel, en tout cas, c'est que l'universel est là, il est présent dans les plaines fluviales et dans ces mondes agricoles. Donc ça, c'est le centre de la civilisation. Et en fait, c'est même pas que c'est le centre de la civilisation, c'est que c'est le seul endroit où la civilisation naît. Voilà, c'est pas chez les nomades que la civilisation naît. Civilisation, ça découle de vie civile. Et donc on peut hautement reconnaître la France. Sully disait que labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. Il suffit de regarder la géographie de la France, qui est un pays composé de multiples reliefs, mais il y a énormément de fleuves et énormément de plaines fertiles. Donc on peut s'y reconnaître. Et puis c'est un centre de la civilisation. Voilà. Et alors troisièmement, on a la zone côtière, dont un très bon exemple est le Portugal. Le Portugal qui est géographiquement situé uniquement au bord de la mer et qui est en fait l'endroit où tous les fleuves espagnols se jettent dans la mer. Ce qui veut bien dire que là on a la preuve formelle qu'il s'agit de deux civilisations différentes et de deux peuples différents et qui sont régis par des principes différents. Il y a l'Espagne donc qui va être beaucoup plus axée sur les plaines fluviales et l'agriculture, et en fait la zone côtière portugaise qui profite de la fin de ces fleuves pour se créer et devenir un peuple réellement côtier. C'est réellement côtier parce que la mer induit l'illimité et l'infini chez l'homme, et elle l'invite à la conquête. Et d'ailleurs à la conquête et au brigandage, puisque en fait la mer permet l'acquisition d'un certain nombre de richesses de par l'aventure. Et le pendant négatif à ça, c'est que ça permet aussi la perte de ces richesses, de celles qu'on a pu effectuer premièrement, puisqu'on abandonne sa terre pour aller chercher quelque chose, qui veut dire que sa terre est libre pour le brigandage. Et généralement, le brigandage vient du même monde, c'est les mêmes zones côtières, quoi. Les zones côtières sont à la fois brigandes et dans la conquête. Alors, on a l'exemple des Vikings, voilà, il y a beaucoup d'exemples historiques. Ce qui est sûr, c'est que la zone côtière induit une vie périlleuse et difficile qui fait des hommes assez forts. Et il y a un élément très important dans l'histoire humaine qui est le bateau, qui est le fruit de la hardiesse et de l'ingéniosité humaine. Ce qui est intéressant ici, c'est quand même de voir que la France possède absolument tout. La France a des massifs montagneux,
elle a d'immenses plaines fertiles et elle a une zone côtière absolument monumentale. Ce qui veut dire que c'est un pays réellement unique, puisque c'est un pays qui a tous ces aspects rassemblés sous l'autorité d'une idée qui provient des plaines fluviales et de l'agriculture, c'est-à-dire de l'intelligence et de la prévoyance. C'est quelque chose d'intéressant parce que ce que j'essaye de faire ici, c'est de redonner espoir aussi en la France et en le projet de la France, en le projet national de la France, qui est complètement abandonné, bien évidemment, hein, mais avec lequel il faut nous refamiliariser, puisque l'avenir c'est ça, c'est le retour à la nation française et à son pourquoi et à son comment. Alors du coup, ça peut induire une analyse intéressante sur ce que c'est que la France et surtout ce que c'est que d'être français. Finalement, être français, c'est être l'héritier justement de ces plaines fluviales et de ce monde agricole euh, qui est calme, intelligent, prévoyant, artistique, créatif. Et lorsqu'on a au sein d'un territoire qui est un seul peuple, et comme nous l'avons vu, un territoire définit un peuple, définit un principe, définit un esprit, lorsqu'on amène au sein de ce territoire des gens qui viennent d'une autre civilisation, qui peut être une civilisation de brigandage ou une civilisation côtière, ça crée des tensions fortes, et il faut, au moment de ces tensions, pour pouvoir les apaiser, se rappeler justement de nos principes de vie, de pourquoi la France est telle qu'elle est, et quel est son projet. Et il n'y a que comme ça que ces populations peuvent se transformer réellement en français. Si on laisse, comme on le fait aujourd'hui, les populations vivre, les populations externes qui viennent en France vivent telles qu'elles ont toujours vécu, et ne pas goûter au projet français et ne pas comprendre la beauté du projet français, bon, en même temps, le monde politique n'induit pas du tout cette possibilité de compréhension dans le projet français. C'est pour ça qu'il faut que le premier problème, c'est de changer la classe politique, le gouvernement, mais voilà. Tout ça pour dire que c'est un élément important qui est notre rôle aujourd'hui, c'est lorsqu'on est confronté à des problèmes d'ordre de tension en France, il faut rappeler pourquoi nous sommes français, qu'est-ce qui fait de nous des Français et quel est le projet de la France, parce que le projet de la France est un projet magnifique. Nous n'avons pas du tout à en avoir honte, hein, comme nous allons le voir dans le 5e et dernier chapitre, qui est évidemment la conclusion et l'apothéose du livre d'Hegel. Voilà. Chapitre 5, on arrive au dernier chapitre de l'ouvrage, la partition de l'histoire universelle, dans lequel Hegel nous... Il faut bien se rappeler que le concept du livre, c'est l'esprit et la saisie de l'esprit par l'homme pour qu'advienne l'esprit dans sa totalité, dans sa substantialité, et que l'homme atteigne la liberté, voilà, parce que l'esprit est à l'œuvre dans le monde. Donc la partition de l'histoire universelle, en fait, c'est, comme on l'a dit précédemment, l'histoire commence au moment où la philosophie entre dans le monde pour Hegel, et il va nous diviser cette prise de conscience de l'esprit en fonction des mondes qui ont été créés et en fonction comparativement à la maturité d'un âge d'homme, donc l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et la vieillesse. Alors premièrement, on nous parle de l'Empire oriental, qui va mêler un peu tout ce qui est à l'Orient, hein. Donc ça va être l'Asie et ça va être la Perse. Et l'Empire oriental représente l'enfance de l'esprit. Il représente l'enfance de l'esprit parce que ce sont des peuples qui ne sont pas arrivés à la subjectivité particulière, à la liberté subjective des sujets. Et en fait, c'est l'État qui gère cette saisie de l'esprit, mais c'est pas l'État en tant que gouvernement, en tant qu'institution, c'est un seul homme. C'est un seul homme qui va qui va être une sorte de souverain homme-dieu, et Dieu-homme, et en fait, il représente l'unité, et c'est vers lui que ces empires orientaux ils se reposent sur cet homme-là, et en fait ce sont des régimes de théocratie,
hein, voilà, de despotisme. Il divise la Chine et la Mongolie en despotisme théocratique, l'Inde en aristocratie théocratique, du fait que ce soit divisé en castes et qu'en fait ce soit pas vraiment un seul homme, mais plutôt la caste supérieure qui décide de quel chemin il faut suivre, et que seulement la caste supérieure a une certaine conscience de l'esprit, et la Perse qui est une monarchie théocratique, et qui est la transition de l'Orient à l'Occident. Donc voilà, donc tout ça, c'est l'âge de l'enfance de l'esprit. L'État est la fin substantielle et c'est le souverain qui est l'État, et il n'y a finalement quasiment que le souverain qui a conscience de l'esprit. Le deuxième âge, c'est l'adolescence. Et alors l'adolescence, c'est le monde grec. En réaction à ce qu'on vient de dire précédemment sur l'Orient, le monde grec, c'est le règne de la belle liberté. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une foule d'États, il n'y a pas un seul État. Il est caractérisé par une foule d'États. Et c'est l'individualisme qui ressort, la prise de conscience du sujet, qui ressort et qui est capable de prendre conscience de l'esprit, de vouloir le faire advenir de manière individuelle et aboutie. Et il s'installe dans l'unité substantielle avec son peuple de son plein gré. Le problème, c'est qu'il y a une contradiction interne dans cette subjectivité alliée à l'unité qui fait que ce n'est qu'un moment immédiat, et l'Empire grec le monde grec en fait ne dure que très peu de temps, puisqu'il n'est pas issu de la liberté subjective régénérée. Donc ça, c'est ce qu'on verra dans le quatrième monde. La liberté subjective régénérée va être la vraie condition de la liberté. Donc le monde grec est l'adolescence. Et en fait, le monde grec, dans sa chute, crée le monde, enfin l'héritier du monde grec est le monde romain et le christianisme qui lui est ajouté et qui lui est consubstantiel. En fait, c'est une universalité avec une fin réellement existante en tant que telle, qui est l'aboutissement du christianisme, mais c'est l'abandon total de l'individualité substantielle, on va dire, l'individualité aboutie. C'est-à-dire que ce monde-là, c'est le monde du collectif, mais au détriment de l'individu et de la conscience individuelle. C'est l'âge adulte, c'est l'âge viril, nous dit Hegel. C'est l'âge où en fait les populations, sachant, en n'en ayant pas vraiment conscience, on va dire de manière aboutie, mais sachant qu'elles travaillent à l'aboutissement de l'universalité, fondent leur subjectivité dans cette universalité, elles y entrent totalement, et elles travaillent durement à ce que cette universalité advienne. Le problème, c'est qu'à long terme, en fait, comme l'individu sert l'État et les lois, etc., et rentre en lui-même, l'individu libre, finalement, est sacrifié à la rigueur de la fin de l'État, et à la fin, l'universel, oui, s'impose aux individus, et en fait, l'individualité arbitraire finit fatalement par sortir de cet empire, fatalement. C'est-à-dire que les individus ne peuvent pas se fondre dans le collectif comme ça de manière perpétuelle, et la raison individuelle ressurgit dans le monde. Et en fait, d'ailleurs, le meilleur exemple de ça, c'est la Révolution française, qui a voulu... bon, il y a des tas de choses à redire sur la Révolution française. Hein, bref, la vérité officielle est très loin de la réalité de terrain. Mais disons simplement que le principe de la Révolution française, c'est la fin de la théocratie, la fin de l'État qui règne pour son principe et par son esprit, et la fin surtout de l'individu qui s'oublie dans cette unité, et l'individu souhaite à nouveau, un peu à la manière des Grecs, se manifester et comprendre ce principe dans sa profondeur. Et c'est alors que naît le monde moderne, et ce que Hegel va appeler le monde germanique. Et alors, le monde germanique, qui est en fait une expression un peu globale, la France en fait partie, c'est donc l'avènement de cette individualité
raisonnable et raisonnante, qui veut saisir l'esprit, face finalement au monde séculier, au monde spirituel, incarné par l'Église, et qui veut comprendre l'essence des choses, qui dans un premier temps, nous dit Hegel, va s'éloigner totalement de la spiritualité pour comprendre les choses de manière plus matérielle, et en fait va créer de par cette action le règne de la barbarie. Mais ensuite, cette raison pensante va continuer à essayer de prendre conscience de l'esprit, et en prenant conscience de l'esprit, il y a une opposition entre ce monde séculier pensant et le monde spirituel, on va dire représenté par l'Église, et ces deux mondes en fait se rejoindront à travers le monde séculier qui, grâce à l'outil raisonnable philosophique et à la pensée, finalement prendra conscience de l'esprit et prendra conscience de la réalité spirituelle de l'esprit et de la vie sur Terre. Et donc, il n'y aura plus d'opposition, c'est ce que nous dit Hegel à la fin, il n'y aura plus d'opposition entre le monde séculier, donc le monde non spirituel, le monde non spirituel, et l'Église, puisque ces deux institutions se retrouveront d'accord sur le fait que l'esprit doit aboutir doit de nouveau aboutir, et il doit aboutir de manière double. Il doit aboutir à travers l'individualité qui a pris conscience à travers l'outil raisonnable de sa réalité, de la réalité de l'esprit et de la nécessité de son avènement, et du coup être d'accord avec l'Église qui elle-même a pris conscience de cette réalité de l'esprit bien avant, mais finalement sort également de son obscurantisme grâce à l'outil raisonnable. Alors finalement tout ça, ça se retrouve un peu dans le thomisme, hein, pour ceux qui veulent un peu approfondir, qui est la doctrine de saint Thomas d'Aquin. Voilà, bon, c'était un peu difficile de résumer ce chapitre 5. En plus, votre serviteur était malheureusement un peu crevé, donc j'ai essayé de faire au mieux. Bon, j'espère que c'était à peu près clair. Ce que je voulais dire ensuite en conclusion, c'est que du coup, la France se retrouve en plein dans ce moment, hein, de l'âge de vieillesse, et le temps est long, hein, nous dit bien Hegel, entre le moment où l'âge de vieillesse commence et le moment où cette réconciliation du séculier et de l'Église s'accomplit, mais que nous sommes simplement... nous devons... En fait, notre devoir, finalement, c'est de faire accomplir ce projet, et donc de prendre conscience de l'esprit, de toujours travailler de manière raisonnable, et grâce à la pensée, finalement, de faire advenir l'esprit au sein de l'État, et particulièrement, du coup, au sein de la France. Voilà, bon, j'espère que c'est clair. C'est pas facile à résumer philosophiquement comme ça et à recracher devant un micro tout seul, mais voilà à peu près ce que je voulais dire. Bah, à la prochaine.